Merci beaucoup. Je tenais bien sûr à remercier la présidente d'Argos, Annie, et puis toute l'association. Je crois que le bureau, votre secrétaire aussi, a été très actif pour organiser cette 5e édition de la Journée mondiale. Donc bravo à tous. Et donc c'est vrai que c'est toujours un plaisir d'être invité et puis de venir vous parler de cette fois-ci donc d'un sujet qui peut-être est un peu plus léger, on pourrait dire agréable, qui est celui des liens possibles entre la créativité, voire la créativité artistique. On sort d'une présentation théâtrale et puis le trouble bipolaire. Alors, j'ai mis en sous-titre quelque chose d'un peu provocateur qui n'est pas de moi, qui est de Gérard Garouste, qui a été un invité d'honneur de la Journée mondiale, je crois en 2016 ou quelque chose. 2000, c'est ça, 2016, Annie, et qui voilà, a publié son autobiographie, si je puis dire, sous forme d'un dialogue. Et dans ce petit livre, il y a cette expression pour en finir avec le raccourci qu'il appelle romantique entre la créativité et puis les troubles bipolaires. Et je me souviens que dans cette conférence qu'il avait fait à la Journée mondiale, il avait dit, mais finalement, et peut-être que Jean-Marc Boulon nous en parlera, si Van Gogh avait été soigné, s'il avait eu les traitements et les prises en charge dont nous disposons aujourd'hui, peut-être qu'il n'aurait pas encore plus, travaillé encore plus, etc. Bon. Donc c'est un peu son idée de ne pas réduire la créativité au sens artistique au fait de souffrir d'une maladie, fût-ce la maladie bipolaire. Voilà, ça c'est un petit peu la thèse de Garouste. Alors si vous vous intéressez à son œuvre, à sa production, vous verrez quand même que, certes, il dit bien que dans les crises maniaques, il a parfois peint, mais ce n'était pas des choses qui, pour lui en tout cas, avaient une valeur artistique. Il m'a dit, par exemple, il avait une commande à la BNF François Mitterrand d'un grand tableau, et alors il avait accepté la commande, et puis il a fait une crise maniaque. Donc il a fait un grand tableau machin, assez rapidement, il l'a expédié, les commanditaires l'ont accepté, bon, très bien. Et alors lui après, bon, il a été soigné, il a été rétabli, puis quand il a vu ce qu'il avait livré, il a dit « Oh aïe aïe, mais c'est pas du tout ce que je voulais faire, pour moi ça n'a aucun intérêt ». Il a voulu récupérer son tableau, c'était impossible puisque les commanditaires l'avaient honoré, enfin bon. Donc ça c'est en crise maniaque, et puis à l'inverse en crise dépressive, il m'avait raconté que une année, donc la Poste lui avait commandé un timbre, ce qui était pour un artiste de son vivant un grand honneur. Et puis, malchance, il tombe dans une phase dépressive. Donc, il était complètement ralenti, il n'arrivait plus à rien faire. Et donc, sa femme lui dit, mais enfin, écoute, Gérard, écoute, pour un timbre quand même. Alors, il a mis un crayon dans la main, il a fait 3 traits, puis ils ont envoyé ça à la poste. Bon. Et ça a marché. Mais en fait, bon, donc autrement dit, c'est pas dans les phases, en tout cas pour lui, hein, la façon dont il explique, c'est pas dans les phases pathologiques de la maladie qu'il crée. Mais par contre, ce que je disais, si vous vous intéressez à son œuvre, vous verrez qu'il réutilise, il se réapproprie des vécus qu'il a eus pendant ces périodes maniaques ou dépressives. Il se réapproprie quand il va bien, enfin, puisque maintenant il va bien, tant mieux pour lui depuis plusieurs années, dans ses productions picturales. Il se rappelle en quelque sorte les souvenirs, les émotions qu'il a ressenties dans ces phases pathologiques. Alors, ça a beaucoup intéressé les historiens de l'art, cette question, ça traverse toute l'histoire de l'art. Hein. Peut-être certains d'entre vous avaient vu cette très belle exposition Mélancolie au Grand Palais que Jean Clair, hein, qui est à l'Académie française, avait organisée et qui rassemblait un ensemble de peintures, bien sûr, mais aussi de sculptures, d'objets qui traversaient de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui toute l'histoire de l'art. Puis ici, ce fameux tableau de Friedrich, hein, le moine devant la mer, qui était l'affiche de l'exposition. Alors bien sûr, il y a toutes ces personnalités artistiques connues. D'ailleurs, il y a un flyer d'Argos qui les rassemble, qui auraient, de manière plus ou moins certaine, souffert d'une maladie maniaco-dépressive, puisque je vous ai mis des personnages essentiellement du 19e siècle ou du tout début du 20e siècle. Puis bien sûr, la figure emblématique de Vincent Van Gogh, mais là je ne déflore pas le sujet que Jean-Marc avait évoqué dans quelques instants. Alors, je vous dis que c'est un problème, c'est pareil, c'est vieux comme presque depuis que l'homme est homme. Et donc dans ce fameux problème 30 qui est attribué à Aristote, eh bien il y a cette fameuse citation qui a eu beaucoup de succès, hein, qu'au fond, eh bien Aristote s'interroge pourquoi les hommes qui se sont illustrés dans la philosophie, la politique, la poésie ou les arts, hein, sont-ils donc des gens où prédomine la ligne noire
donc sujet donc, à la mélancolie. Et cette bille noire est conçue, dit-il, par justement bon, un déséquilibre des humeurs. Et donc le lien entre mélancolie au sens de l'Antiquité, qui n'a peut-être plus rien à voir avec ce qu'on entend par dépression mélancolique aujourd'hui, et la créativité artistique et intellectuelle, vous voyez, a des racines très anciennes. Alors, tout au long de l'histoire de l'art, il y a aussi un auteur du 19e siècle qui s'est intéressé ici à Pascal et aux hallucinations qu'il a pu présenter. Alors, plus proche de nous, vous avez ici l'influence du hashish qui possiblement peut créer des hallucinations et certains poètes... Ici, bien sûr, vous reconnaissez Gérard de Nerval, qui lui a très probablement, effectivement, même si la maladie maniaco-dépression n'était pas encore bien décrite, puisque vous savez qu'elle a été décrite à la fin du 19e par Kraepelin essentiellement, donc eh bien, lui a très probablement souffert de manies délirantes, dont certaines ont été provoquées par justement la prise de hashish. Et puis, comme vous le savez certainement, il est mort, il s'est suicidé, le malheureux. Il est sorti un peu trop rapidement de la clinique du docteur Blanche où il était hospitalisé. Et malheureusement, il a mis fin à ses jours. Bon, là, Tolstoï, lui, n'était probablement pas bipolaire, mais donc je passe parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors ici, on est à l'hôpital Sainte-Anne. Donc, il y a un grand psychiatre français du XXe siècle qui s'appelle Jean Delay, qui a écrit un ouvrage majeur pour les troubles bipolaires. C'est un ouvrage historique, mais très intéressant, qui s'appelle « Les dérèglements de l'humeur ». Et il s'est aussi beaucoup, il était écrivain lui-même, il s'est donc beaucoup intéressé à la question de névrose et création, enfin c'est un de ses articles, mais il dit aux médecins, mais méfiez-vous, parce qu'un artiste vu par un médecin, c'est toujours un peu Don Quichotte vu par Sao Pancha. Et je trouve qu'il ne faut jamais l'oublier, du côté des médecins, c'est qu'on a toujours une lecture peut-être très réductionniste de l'œuvre artistique, par le prisme uniquement d'une maladie. Donc ne pas lire l'œuvre d'un peintre, d'un auteur, d'un poète, parce qu'il a pu être bipolaire, possiblement uniquement à travers le prisme de la maladie, parce que personne, et bien sûr, pas même, bien sûr un artiste également, n'est pas réductible à une maladie, à un trouble. Alors, un petit peu plus proche de nous, ça c'est Nancy Andreasen, qui est une grande psychiatre américaine, qui a été rédactrice de l'American Journal of Psychiatry, qui est agrégée littérature aussi. Donc c'est une femme qui s'intéresse beaucoup aussi à la créativité. Et donc, elle dit que voilà, finalement, la question de la créativité et de ses relations avec la maladie mentale est l'une des plus importantes auxquelles nous sommes confrontés en tant qu'être humain et en tant que psychiatre. C'est-à-dire qu'au fond, effectivement, c'est la maladie et la maladie mentale qui est une faille, une blessure, un gouffre en quelque sorte, et ben, en même temps, parfois, elle peut être associée à quelque chose d'aussi sublime que la créativité artistique, et c'est sûr que c'est pour le moins intriguant. Donc, comme elle est agrégée de lettres, elle a beaucoup d'amis écrivains, et donc elle a essayé, par des évaluations un petit peu standardisées, d'évaluer la personnalité d'écrivains de l'université d'Iowa, où elle était agrégée, enfin où elle a eu son agrégation de lettres, et elle a mis en évidence certains traits de personnalité, peut-être plus fréquents chez les écrivains qu'en population générale, comme vous voyez, une forte sensibilité, une curiosité intense, un niveau d'énergie plus élevé, et puis aussi en même temps une certaine persévérance, une opiniâtreté importante. Bon. Et donc, elle a essayé de comparer ensuite ce groupe de 30 écrivains dont elle a souligné certains traits de personnalité avec des personnes de la population générale. Et elle a montré que dans ce groupe d'écrivains, vous voyez, il y avait 3 fois plus de troubles de l'humeur, donc troubles bipolaires ou dépression, 4 fois plus de troubles bipolaires, vous voyez, et puis 3 fois plus de problèmes de dépendance à l'alcool, et aussi plus d'antécédents familiaux de troubles psychiatriques, et puis bien sûr de troubles bipolaires aussi. Voilà. Donc ça, c'est une donnée intéressante qui, vous allez le voir, a été répliquée ultérieurement dans d'autres travaux. C'est que il y a peut-être des liens entre une créativité chez une personne et dans sa famille, peut-être plus de troubles bipolaires que la population générale. Ensuite, une autre grande figure qui pourrait être une invitée de la journée mondiale, si on avait des subventions extraordinaires, ce qu'on pourrait souhaiter, c'est Kate Jamison. Kate Jamison, c'est une dame tout à fait remarquable, qui est psychologue et qui en même temps est professeure de psychiatrie. C'est la seule aux États-Unis à avoir ce titre de professeur en psychiatrie tout en étant psychologue.
Et elle souffre elle-même d'une maladie bipolaire. Elle a écrit, celle qui l'a dit, hein, Lithium a saved my life, le lithium a sauvé ma vie. Et donc elle s'est beaucoup intéressée aussi à la question de la créativité. Et alors elle a publié ce livre, je crois qu'il est traduit en français, Touch with Fire. Excusez-moi, j'ai pas mis je pourrais le donner éventuellement, mais je pense qu'il a été traduit en français. Et donc elle relate notamment les travaux qu'elle a fait sur certains groupes de patients bipolaires, et elle a remarqué que elle a essayé d'identifier dans des groupes d'artistes qui souffraient de troubles bipolaires certaines caractéristiques, comme les antécédents familiaux de dépression, de suicide, le nombre d'hospitalisations, des témoignages écrits d'idées suicidaires, de traitements reçus, de tentatives de suicide, voire de suicide abouti, pour essayer de voir si, chez les artistes, les troubles bipolaires seraient plus fréquents qu'en population générale. Donc, elle s'est intéressée à une série de poètes et écrivains britanniques et irlandais, hein, bon, parce qu'évidemment elle est anglophone, tous décédés, puisque ce sont des artistes du XVIIIe siècle. Et sur ces 36 poètes ou écrivains britanniques, elle a remarqué qu'il y a 2 qui se sont suicidés, 6 qui ont été hospitalisés, 8 qui auraient présenté donc des idées délirantes ou des hallucinations, et vous voyez 14 sur 36, hein, c'est énorme, qui avaient des antécédents de troubles psychiatriques, et probablement de troubles bipolaires, bon, c'est du XVIIIe siècle, hein, donc vous voyez, ce sont des hypothèses. Mais toujours ce lien que peut-être dans les familles de grands artistes, il y a peut-être des antécédents familiaux de troubles bipolaires plus qu'en population générale. Alors ensuite, donc là on parle des artistes, des grands talents artistiques, et puis on s'est aussi intéressé, enfin elle s'est intéressée aux professions créatives. On me dirait, c'est quoi une profession créative? Ben moi, vous savez, comme à Argos, je rencontre beaucoup de personnes qui souffrent de troubles bipolaires, et je dis souvent, genre, il n'y en a jamais qui sont experts comptables. Bon, c'est un peu une blague, il y en a peut-être qui sont experts comptables. Mais souvent, moi je trouve, dans les personnes que je rencontre, il y a beaucoup plus de personnes qui sont dans la com, qui ont effectivement envie de s'investir parfois dans des milieux un peu plus artistiques, en photo quoi, où le relationnel, ou l'affectif est très impliqué dans le métier, beaucoup plus que dans un métier, j'ai rien contre les experts comptables, attention, hein. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, où c'est quelque chose de froid, un peu comme ça, répétitif, et bon. Donc, en tout cas, voilà, donc dans les professions créatives, vous voyez, ça, c'est des études qui ont été faites sur un grand nombre de patients, 300 000 patients hospitalisés pour un trouble mental sévère. Donc, vous voyez, sur ces 300 000 patients, il y en avait 24 000 qui souffraient d'un trouble bipolaire. Et donc, ils ont essayé de faire des liens entre la pathologie, donc là, le trouble bipolaire, et puis ces professions créatives, hein. Et donc, les patients bipolaires étaient surreprésentés dans ces professions créatives, vous voyez, ainsi que alors, qu'est-ce qu'on appelle les apparentés de premier degré? Ça veut dire les parents, le père, la mère, ou les enfants. Donc, toujours avec c'est ce même constat, si vous voulez, qu'il y a plus de professions créatives chez les patients qui souffrent d'un trouble bipolaire, mais aussi dans leur famille. Voilà. Alors, vous voyez, par contre, chez les personnes qui souffrent de schizophrénie, les patients eux-mêmes, il n'y a pas de surreprésentation de professions créatives. Mais comme vous savez, malheureusement, les patients qui souffrent de schizophrénie ont souvent beaucoup de difficultés à s'insérer dans le monde professionnel. Je ne dis pas que c'est simple quand on souffre d'un trouble bipolaire, mais c'est encore plus compliqué, certainement, malheureusement, quand on souffre d'une schizophrénie. Par contre, vous voyez, chez les apparentés de premier degré, donc toujours pareil, les parents ou les enfants de personnes qui souffrent d'une schizophrénie, eh bien, on a plus souvent de professions créatives aussi, vous voyez. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Et on va voir que des études sur la génétique, là je passe peut-être un peu vite si vous voulez, mais on montrait que, il y avait une association, probablement des gènes alors de susceptibilité, hein. Vous savez comme moi que la maladie bipolaire, la maladie schizophrénique, ce ne sont pas des maladies génétiques, c'est pas un gène qui fait qu'on devient bipolaire, qu'on transmet à son enfant, etc. Mais il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Parmi l'ensemble de ces facteurs, il y a des facteurs génétiques qui sont des facteurs de prédisposition, de fragilisation, de vulnérabilité. Et bien ces mêmes facteurs génétiques, vous voyez qu'on va retrouver une association plus fréquente et un recouvrement avec la créativité et aussi avec les maladies schizophréniques. Donc il y aurait là des gènes qui vont pouvoir prédisposer non seulement à la possibilité, si on veut, enfin au risque de développer un trouble bipolaire, mais aussi d'avoir une créativité plus grande.
Vous me dites quand je dois m'arrêter, hein, bien sûr, mais voilà. Et donc, pardon, ça va? Donc là, toujours une autre étude, vous voyez, c'est très récent, hein, ça a été publié l'année dernière dans le British Journal, donc le journal britannique de psychiatrie. Et bien donc là, une étude sur des registres qui rassemblent des données en Suède. Et donc, il a été montré une association entre le fait de faire des études supérieures dans des domaines artistiques et une première hospitalisation à l'hôpital, donc à l'hôpital psychiatrique. Hein. Et donc, vous voyez, il y avait 4 millions de personnes qui ont été évaluées sur ces registres. Et donc, entre ceux qui faisaient des études artistiques et dans un domaine artistique, une première hospitalisation à l'hôpital, il y avait donc 30 000 personnes qui souffraient d'un trouble bipolaire. Hein. Et donc, avec un risque accru, hein, très très élevé. Alors, comme je vous le disais, c'est peut-être difficile de conclure avec ce problème qui est passionnant. Évidemment, moi, en tant que médecin, en tant que psychiatre, j'aime à rappeler que la maladie bipolaire, c'est avant tout une maladie, c'est avant tout une maladie invalidante, avant d'être une chance de devenir un génie ou je ne sais quelle chance incroyable. Bon, donc c'est vrai qu'il faut faire attention au faux sens et puis au raccourci, comme le disait, nous l'avait rappelé donc Gérard Garouste. Et en même temps, moi je trouve que il y a tellement d'images négatives qui sont véhiculées dans les médias sur le trouble bipolaire ou sur les personnes bipolaires, que d'avoir aussi d'autres figures d'identification, d'autres modèles en quelque sorte. Je trouve que quelque part, il y a un côté aussi réconfortant et porteur d'espoir, à savoir que de ce dérèglement affectif, de ce dérèglement de l'humeur, comme aurait dit Jean Delay, eh bien, une fois que la maladie est stabilisée, peut-être on peut en faire quelque chose, on peut, et puis peut-être il peut aussi nous aider sur un plan thérapeutique, mais ça Annie nous en dira peut-être un petit mot à la fin. Alors ça aussi ce sont des études un peu plus récentes que je n'ai pas présentées, mais au-delà du côté du génie artistique, qui est quand même rare évidemment, il y a quand même peut-être ce qu'on appelle en psychologie un style cognitif, c'est-à-dire une manière de penser qui est peut-être plus fréquente chez les personnes qui souffrent d'un trouble bipolaire que chez les autres. C'est-à-dire une capacité à faire des liens entre différentes idées, différents concepts, qui donc nous prédisposent à développer, en tout cas à pouvoir travailler dans des milieux plus créatifs, avoir des professions plus créatives, voire à s'investir, soit comme un hobby, voire comme un moyen thérapeutique complémentaire dans la créativité artistique. Et cela, on va aussi le retrouver, encore une fois, chez les apparentés de premier degré, parents ou enfants d'une personne qui souffre d'un trouble bipolaire. Et donc je trouve que peut-être valoriser cela, cette capacité originale de penser, de raisonner, où effectivement la vie affective, les émotions, alors quand elles sont bien à nouveau régulées et que la maladie est bien maîtrisée et bien, je dirais, assumée en quelque sorte, eh bien ça peut être une chance dans la malchance d'avoir eu ce trouble. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, c'est un grand honneur aussi d'être présent, passer avec des personnalités aussi connues dans le monde de la préoccupation, de l'aide aux patients, et puis cette association fantastique qui grandit chaque année, qui en plus j'entends veut progresser dans la qualité. Alors, la particularité que nous allons aborder aujourd'hui, c'est de Van Gogh à Vallée Tudo. Comment s'est passée cette histoire qui peut se passer sûrement dans d'autres lieux et avec d'autres originalités, parce que ce qui compte, c'est l'engagement. Alors, brève historique, déjà à Charenton, on jouait le théâtre sadien. Hein, c'est pas ma façon de penser qui a fait mon malheur, c'est celle des autres. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait le bal des hystériques à Sainte-Anne, il y avait les 100 journées de Sodome, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des personnes qui expriment dans des lieux de soins et qui sont considérées différemment et qui reçoivent alors un soutien. C'est ce qui est arrivé à un certain Vincent William Van Gogh qui arrive en mai 1883. En gros, il a mis la pagaille de partout où il est passé, il s'est fait rejeter, il cherche une relation très symbiotique et trop. Hein, il veut tellement aider les gens, on dit un altruisme déréglé, qu'il se fait rejeter de partout.
Et là, il arrive dans un établissement où malgré, il dit qu'il est peintre, il a vendu un seul tableau, ou non, même pas, il n'a pas encore vendu, il a vendu quelques aquarelles. Et le docteur Perron, au lieu, alors qu'il est interné, on dit un placement volontaire, oui, mais c'était le soin sous contrainte de l'époque, lui dit, bah, vous voulez peindre, on va vous aider, on va vous respecter. Et effectivement, au bout d'une semaine, du champ d'iris qui est déjà en fleurs que vous voyez là devant Saint-Paul, et bien voilà ce qu'il va en faire, un tableau qui pendant longtemps a été mondialement le plus cher au monde. Ensuite, il y a eu Antonin Artaud dans d'autres lieux, et on pourrait en citer d'autres. L'art brut, effectivement, qui à un moment donné permettait de considérer autrement des expressions fantastiques. Malheureusement, de gens qui avaient énormément souffert. Alors, cette naissance de l'art-thérapie contemporaine, elle aboutit maintenant à une reconnaissance assez, je dirais, internationale. Il y a des diplômes, on peut avoir une approche psychanalytique, comportementaliste, systémique, humaniste ou humaniste, ça n'a pas beaucoup d'importance vu qu'on s'y mette avec énergie et passion. Et c'est comme ça que moi, un jour, j'ai été très marqué par un film qu'on décrit mauvais, mais pourtant, il y a des belles choses dedans. Dans Vol au-dessus d'un nid coucou, quand à un moment donné, Nicholson est sanctionné parce qu'ils ont posé des problèmes par la surveillante et on éteint la télé, il raconte le match avec la télé éteinte. Et ils sont tous là. C'est-à-dire qu'avec de l'énergie, dans un certain contexte, on peut faire vivre des choses à des personnes. Et cette scène m'a profondément marqué. Je me suis dit, tiens. Et puis Van Gogh, de son côté, dans de nombreuses lettres, et en l'occurrence une en mars 1888, il écrivait à Théo, son frère, « Les artistes ne trouveront pas mieux que de se mettre ensemble, de donner leur tableau à l'association, de partager le prix de vente, de telle façon du moins que la société garantisse la possibilité d'existence de ses membres. » Je me suis dit, mais si on répondait à ce rêve, si on cherchait des financements avec 10 € par an, on arrivait à fournir un lieu de création, un lieu d'exposition, et puis on va partir, comme on va vivre ce fameux parcours des artistes, as if apparemment, mais tout compte fait très investi. Donc offrir des moyens thérapeutiques supplémentaires dans une institution, se servir de sa dynamique culturelle, puisque cet établissement, eh bien, depuis 1000 ans, est un cloître roman classé, en effet de feedback positif, l'un se renforce avec l'autre. Alors bien sûr, après on a cherché à développer et à ne pas avoir peur. Alors s'il y a 20 ans, on se demandait si on pouvait sortir des dossiers, des tableaux des malades, parce que soi-disant, ça faisait partie du secret médical. Heureusement, on a changé. Puis, vous voyez, à Sainte-Anne, maintenant, il y a un musée d'exposition. Et dans combien d'autres lieux on retrouve cela. Et puis, effectivement, pourquoi pas aller exposer dans combien de villes. Là, c'est New York. Là, c'est Paris, Bruxelles, Katmandou, Saint-Rémy. C'est-à-dire que ce parcours qu'on peut avoir, de vivre au moins une vie d'artiste, avec des œuvres dont la subjectivité, enfin, la reconnaissance est très subjective. La preuve, c'est que Van Gogh, on disait que personne ne voulait de ses tableaux, et à un moment donné, tout le monde le veut. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des révélateurs. Les révélateurs, c'est peut-être les lettres, c'est peut-être Joe, la belle-sœur, et d'autres personnes. C'est là où nous, environnement, famille, soignants, institutions, tous les moyens sont bons pour être le révélateur de ses œuvres et de vivre quelque chose. Et à un moment donné, on se dit, pourquoi pas aller plus loin? On m'a demandé d'aller intervenir l'année passée à l'inauguration à Vicence d'une exposition où il y a 123 originaux de Van Gogh. J'ai dit, ok, il y a une condition, c'est que je puisse mettre les tableaux à côté des originaux le jour du vernissage. Et c'était à prendre au lycée, et j'ai eu cette chance. Et voilà que, vous voyez, des tableaux qui sont créés, et puis après, je les ai exposés à Venise, etc. Bien sûr, on pourrait passer des heures. Alors, cette créativité, eh bien, comme ici, on va constituer un fond d'œuvre qui va permettre une image de l'histoire. Hein. Et puis, un jour, on s'est dit, ah ben tiens, si on commençait à récupérer ou avoir des liens avec la télévision. Alors, c'est France 3, des petits téléfilms. Et j'ai dit, mais pourquoi on ne ferait pas un grand film? Ça peut se faire, mais toujours pareil, à condition que les malades y soient dedans. Alors, un certain Bruno Dumont vient me voir, et il me dit, voilà, j'aimerais bien qu'on tourne parce que c'est pas facile de tourner dans les établissements psychiatriques, il y a des avis différents, il y a des ça peut être la CME, ça peut être la législation, ça peut être l'hygiène, enfin bref, pour tourner, il n'y a pas toujours le soutien qu'il fallait. Heureusement, dans des lieux comme ici, il y a eu grand soutien, on connaît les différents films qui ont eu lieu à Sainte-Anne. Et moi je dis à Bruno Dumont, ben c'est d'accord, il n'y a pas de problème, il y a une condition. Ah, c'est quoi la condition? Eh bien, c'est que les malades soient les figurants avec le personnel. Et Bruno Dumont m'a dit, ça tombe bien, moi je ne tourne qu'avec des figurants qui sont dans des professionnels. Et on a eu ainsi une femme fantastique qui est Juliette Binoche. Alors, dans ces artistes, une remarque par rapport à notre confrère, le docteur Masson,
je dirais, Garouste, lui aussi, hein, a été à un moment donné, et quand tout à l'heure, il nous disait qu'effectivement, il avait tenu à dire que lui-même était malade, je me souviens de la sortie de son ouvrage L'Intranquille lorsqu'il est passé à la grande bibliothèque. Quand tu as dit ça, ça m'a fait penser à ça. Le journaliste lui dit, parce que ça s'appelle L'Intranquille, le fou, le peintre et je sais pas quoi. Et il dit, mais ça vous gêne pas d'avoir écrit que vous étiez fou? Mais il dit, mais vous faites chier avec ça, mon non. Qu'est-ce que c'est cette histoire, les aveugles, les non-voyants? Non, c'est des aveugles, les sourds, ben, les fous, c'est moi. Et alors? Et la seule chose que je peux dire, c'est que s'il n'y avait pas eu Sainte-Anne, les soignants et les médicaments, il y a longtemps, je ne serais plus là. Alors, effectivement, ça s'est reproduit notre histoire. Il y a 2 ans, tiens, vous le voyez en bas à droite, Julian Schnabel décide de faire un autre biopic sur Van Gogh, et puis avec un certain William Dafoe, ben, je lui dis, et viens me voir encore une fois. Alors, c'est là où, vous savez, il y a des moments où on a un chapeau, on joue de la musique, où on est proche des malades, dans le théâtre, dans la peinture, dans ce que l'on veut. Puis d'autres moments, on prend une cravate et on s'impose. On utilise notre statut pour être vos défenseurs. Et là, de la même façon, je dis, il n'y a pas de problème. Il y a une condition. C'est que les malades et les figurants, ils doivent jouer, et les malades et le personnel, ils doivent jouer dedans. Et il m'a dit, ben, c'est parfait. Et ce film, donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, parce que c'est Netflix qui vient de sortir, a eu l'exclusivité en France. Et tout de même, alors voilà, là, je vous dis, il y a des patients, il y a des soignants, il y a des infirmières, il y a des résidents de la masse qui sont sur ces images. Et tout le film, avec toutes les autorisations et tout le montage, s'est tourné dans nos lieux pendant plusieurs semaines. Et voilà ce que ça peut donner. Des équipes de soins, des patients. Et alors, qui est malade là-dessus? On n'en sait plus rien. Et quelle importance ça peut avoir, hein? Justement, dans ce que disait encore M. Masson, l'intérêt de la déstigmatisation surtout que là, je rebondirai avec quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il y a cette semaine-là, ou la semaine passée, j'étais dans une commission à Marseille, à l'ARS, ça s'appelle le plan régional de santé mentale, et on doit réfléchir. Et là, les ARS nous expliquent, ils nous disent, attention, il y a d'autres personnes qui ont une place très importante, et il faut que vous changiez, soignants, médecins y compris. Tout à l'heure, tu le disais, c'est bien qu'on ait travaillé pendant des années à la réflexion, mais ce sont les patients qui nous apprennent des choses. Et il nous disait, il insistait sur l'importance du patient père, des pères. Et c'est les pères qui vont donner maintenant des cours et des enseignements aux médecins et aux psychiatres et aux autres soignants. Voilà, il faut qu'on l'intègre. Et ce deuxième message qui nous est passé, c'est de se dire aussi, arrêtez de vous acharner à soigner, ou du moins à guérir, de guérir, soigner, accompagner, vivez, que les malades, qu'on apprenne aux patients de vivre avec ce qu'on est. Alors bien sûr, il nous faut des diagnostics, parce que sinon on n'est pas remboursé ou on ne rentre pas dans les chiffres. Ça n'a pas d'importance. C'est d'apprendre à vivre avec, et ça c'est très important. Alors voilà, notre William, vous le voyez, elle n'était pas mauvaise, hein, comme choix. Alors en plus, voilà, s'il y a quelques... Alors ça c'est autour de Saint-Paul l'année passée, hein, parce qu'il y a des scènes d'art qui ont été tournées à la clinique, et il se trouve que ça a pris une proportion qu'on n'avait pas maîtrisée. Ils ont commencé à présenter ce film à Venise, à la Mostra. Il a eu le premier prix d'interprétation masculine, et va-t-il pas que dans le mois qui a suivi, va-t-il pas, vous avez peut-être vu, il était dans les 5 nominés, entendez, les 5 nominés aux Oscars de New York, c'est-à-dire que Saint-Paul, l'établissement, les patients, les résidents, l'équipe de soins, on a tous passé là-bas. On n'y est pas allé, hein. Mais c'est quand même quelque chose. Alors, il mérite peut-être encore plus, je ne suis pas jury, hein. C'est le gars qui jouait Freddie Mercury qui a eu l'Oscar cette année. Voilà. Alors, il y a d'autres personnes qui ont insisté sur la créativité. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travaux. Il y en a un que je viens de lire qui est fantastique. C'est de se dire, vous savez, cette fameuse phrase, moi, qu'on pose tout le temps, alors Van Gogh, il était fou, est-ce qu'il faut être fou pour créer? Alors, le regard que j'ai lu, ça serait les neurophysiologistes, parce qu'ils s'y penchent entre l'esthétisme qui soigne et puis ce qui se passe dans le cerveau. Alors, comme tu le disais, ils ne sont peut-être pas des génies, mais ils ont quelque chose de plus que les, entre guillemets, ceux qui ne s'ouvrent pas. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a une espèce d'équilibre neuronal, neuroscientifique, qui fait que ce qui est confortable nous convient mieux. Donc on a des espèces d'inhibiteurs au changement. Et peut-être que le trouble bipolaire, et peut-être que d'autres souffrances psychiques,
désinhibe le système inhibiteur du changement. Et de ce fait, parce que moi je pense que je joue pas mal un certain instrument, je peins pas mal, mais quand je fais le bilan, je joue que des partitions de mecs qui en ont déjà écrit, et je repeins des tableaux déjà faits. Et le problème de la création, c'est pas facile. Alors que vous en avez certains, vous leur mettez une feuille, d'un seul coup, ça part dans tous les sens. Cette notion de créativité et de bipolarité pourrait être hein, quelque chose de plus. Hein. Le problème, c'est quand... Alors, à l'antipode de ça, il y a la névrose obsessionnelle. Hein. On ne veut rien changer, et puis on répète. Hein. Alors bon, c'est peut-être effectivement une histoire de curseur, et puis après, quand il y en a trop, ben, ça part dans la souffrance. Voilà. Alors, toujours est-il, c'est que pour conclure, je citerai encore une fois Vincent Van Gogh, parce que de croire par la mélancolie que l'on ne vaut rien, ça, c'est bien dommage, bien évidemment, surtout quand ça aboutit à des passages à l'acte. Et il nous donnait une phrase d'espoir fantastique. Si je vaux quelque chose plus tard, je le vaux aussi maintenant, car le blé est le blé, même si les citadins le prennent au début pour le verbe. Je vous remercie. Oui, je n'ai pas de PowerPoint ni diapo, donc je vais vous parler d'ici. Et je vais commencer par la pièce de théâtre que nous avons vue tout à l'heure. Je vais commencer par là parce que quand j'ai accepté avec plaisir de faire la préface qui finalement est devenue une postface, je préférais qu'elle soit une postface de la pièce et du livre d'Élodie, je ne mesurais pas ce que j'allais trouver, dans ce texte. Et à quel point ce que j'y ai trouvé correspondait à ma préoccupation depuis plus de 20 ans. Mais en tout cas, depuis 20 ans, je fais une recherche là-dessus, autour du processus de création et autour de ce qu'on pourrait nommer la part maudite, mais qu'on pourrait aussi appeler le génie ou le mauvais génie. Hein. Et on voit bien comment dans cette pièce, le bipo, ce spectre bipo, finalement, va venir générer ou provoquer ou attiser le chaos en soi, et que la préoccupation, et je rejoins tout à fait ce que disait Boulon tout à l'heure, la préoccupation, c'est à un moment donné de pouvoir réorganiser ce chaos, c'est-à-dire faire d'un chaos destructeur, dévastateur, quelque chose qui prend forme. Hein. Cette fameuse phrase d'Albert Camus, créer, c'est donner une forme à son destin. Et je crois que, en tout cas, moi, ça a été un point d'horizon permanent dans ma pratique de psychiatre. C'est pour restaurer une ouverture créative, on va le dire comme ça, mais sur un mode positif, comme nous l'a bien décrit tout à l'heure Tim Grissen. Pour restaurer ça, il faut aussi, et je rejoins aussi ce que disait Boulon tout à l'heure, il faut aussi avoir cette dimension créative, inventive, qui va faire qu'à un moment donné, on va ouvrir des possibles, on va permettre, non pas qu'on voit toujours la bipolarité comme une part maudite et une maladie dont il faudrait à tout prix se détacher, mais comment on va se servir de cette part maudite pour finalement en faire quelque chose qui devient utile, constructif, etc. C'est-à-dire que le point de départ fondamental pour moi, et je pense pour vous aussi, c'est qu'on voilà, on ne se résume pas à « je suis bipolaire ». On est « je suis un tel », j'ai tel âge, etc. Et je devrais exercer tel métier ou agir de telle façon, mais bipo m'en empêche, mais la maladie bipolaire m'en empêche. Voilà, c'est un peu comme ça que je le conçois. Ce qui fait que comment chacun de nous, on va, chacun de nous, et quand je dis pas seulement les soignants, mais chacun de nous, parce que se soigner, comme disait toujours tout à l'heure Tim Grissen, se soigner, c'est à un moment donné trouver
ce recours créatif qui va permettre, et on ne parle pas que de la phase maniaque, mais aussi des phases dépressives, massives, comment trouver ce recours créatif et comment aider à le trouver de façon à ce qu'il y ait à nouveau une ouverture. Tout à l'heure, vous parliez de Gérard Garouste, et ça tombe bien parce que donc j'ai commencé mes recherches au processus de création en 2000, et en 2004, dans le cadre de cette recherche, j'ai rencontré pour la première fois et à plusieurs reprises Gérard Garouste. Et j'ai assisté à quelque chose d'étonnant et qui va vous permettre d'éclairer ce qu'on vient de dire juste avant. J'ai donc rencontré un certain nombre d'artistes dans des entretiens approfondis et qui duraient parfois une journée. Et la première journée que j'ai passée avec Garouste, pendant qu'il était en train de créer, l'a amené à me raconter son histoire, à me raconter ses internements, à me raconter ses passages à l'acte, à me raconter comment il avait malmené Elisabeth dans ces situations de crise et même ses enfants, avec des moments douloureux, avec aussi une position qui était très très problématique pour moi, d'être en train d'entendre quelque chose alors que j'étais psychiatre, mais je n'étais pas son psychiatre, que je venais là pour cette recherche. Et puis, au terme de cette journée, je reviens quelques temps après pour valider l'écrit que j'avais fait autour de ce qu'il m'avait dit. Et il me reçoit, autrement dit, il ne me reçoit pas, c'est-à-dire il m'engueule et il m'envoie balader. Donc très inquiet, puis je ne voulais pas en rester là. J'essaie à nouveau d'avoir... Et il était dans une phase particulière, mais aussi il était allé trop loin dans ce qu'il m'avait dit. Et je le rappelle 2-3 mois après, et il m'accueille de façon vraiment... On déjeune ensemble, c'est vraiment superbe. Et je dis, est-ce que je pourrais publier ça? Et il me dit, non seulement vous publiez ça, mais mon exposition de l'année prochaine, c'est là-dessus. C'est... sur ma folie, et c'est là-dessus. Voilà. Et le début de cette ouverture, et ensuite l'histoire de l'intranquille, vient de ça, c'est-à-dire que sa souffrance qu'il vivait effectivement, pas sur le mode romantique, mais comme quelque chose qui venait l'empêcher de créer, même s'il a tiré, notamment dans cette distorsion et dans son jeu entre le classique et l'indien, comment il a tiré quelque chose de ces phases dépressives, massives, et de ces phases maniaques extrêmement violentes et délirantes, comment il a pu extraire ça dans sa création. Mais l'étape dans laquelle il est en ce moment et qu'il l'a amené sous les feux de la rampe, il était sous les feux de la rampe déjà comme artiste, reconnu internationalement, mais qu'il l'a amené sous les feux de la rampe pour le grand public, c'est à un moment donné d'avoir osé dire oui, j'ai cette folie, et comme tu le disais bien tout à l'heure, mais cette folie, elle est un empêchement, elle n'est pas mon génie, elle n'est pas mon génie romantique, hein. Elle est vraiment ce qui... mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, parce que tout de même, et sa nuance, et on le voit, on le lit dans l'intranquille, je vous recommande vraiment ce livre remarquable, il le dit quand même, c'est-à-dire que ce mauvais génie est aussi son génie, hein. Et c'est ce qu'on ressent bien dans cette pièce que je trouve magnifique d'Élodie, et qui était très bien jouée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une dimension, à la fois il y a une dimension tragique, mais en même temps, il y a on pourrait dire une prolifération, une association, et ce que tu disais par rapport à cette dimension d'ouverture, fermeture, mais d'une ouverture qui agit aussi au niveau neurologique, fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose de fabuleux. Et que je pense, bon, il n'est plus de mise maintenant de parler du génie, ça fait un peu ringard. Pourtant, je crois que ça existe, hein, et le génie d'un Van Gogh, ou le génie de Claudel, ou le génie d'Antonin Artaud, ou le génie de Garouste, c'est une réalité. Je vais vous donner un autre exemple pour un peu illustrer cette préoccupation. Donc ça fait maintenant 20 ans que je travaille pour des études de création. Il y a eu ces premiers livres, dont Au risque de l'art, qui était la première révélation de Gérard Garouste. Et puis, je viens de sortir cette année La folie de l'artiste, qui est un peu l'aboutissement de cette compréhension créée au bord de l'abîme, c'est-à-dire comment, à un moment donné, quand on est au bord, on peut aller au bord de la folie, mais on peut aller aussi au bord d'une création fabuleuse.
et notamment avec l'exemple de Niki Saint-Phal, que probablement vous connaissez, qui à partir d'une dépression massive comme ça est devenue artiste. Dans un premier temps, on pourrait dire une artiste d'art brut, et dans un second temps, une artiste authentique. Je vous donne un exemple. Je recevais depuis des années une femme que j'avais mis sous lithium à partir d'un accès maniaque massif, et qui ne voulait venir que tous les 2-3 mois, ne voulait pas me parler, voulait simplement que je renouvelle l'ordonnance, comme chacun vous le connaissez, et il n'était pas question d'en faire plus. Et puis un jour, je la vois arriver toute guillerette, habillée, maquillée, etc. Donc forcément, l'œil du psychiatre, c'est attention, attention, qu'est-ce qui se passe? Et puis, elle m'a raconté ce qui s'était passé pour elle. Et je trouve que c'était assez fabuleux. En fait, sa voisine l'entendait chantonner chez elle pendant qu'elle faisait le ménage. Elle faisait le ménage toute la journée dans sa... Et lui a proposé un jour de venir à un karaoké. Et en fait, elle a commencé à chanter devant les autres. Et puis, c'est là qu'on s'est aperçu qu'elle écrivait des textes. Et ces textes, elle a commencé à les dire, elle a commencé à les chanter. Et puis, elle est devenue une petite artiste, petite n'est pas du tout péjoratif pour moi, mais artiste locale, loco-régionale, comme ça, qui a eu un certain succès. Et elle a trouvé un équilibre remarquable à partir de ça. Autre exemple que je vous donne, pareil, un patient comme ça, qui était dans cette profondeur mélancolique vraiment. Et puis est arrivé l'attentat des Twin Towers. Et il vient me voir, mobilisé d'un seul coup, en disant il faut que je parte là-bas, il faut que je prenne un billet d'avion, il faut que je parte là-bas. Qu'est-ce qu'on fait en tant que psychiatre? On dit attention, attention, c'est pas du tout le moment qu'il parte là-bas. Et puis il est parti, il a aidé, ou il a aidé un petit peu, d'ailleurs de façon tout à fait modeste, et il le reconnaît en revenant. Et cet homme-là, en revenant, a été transformé au point, il est devenu photographe, il a réalisé un certain nombre de choses comme ça. Voilà. Tout ça pour vous dire que à partir d'un chaos en soi, que ce soit un chaos versus mélancolique ou un chaos versus maniaque, une réorganisation, elle ne dépend pas forcément de nous. Je rejoins tout à fait ce que disait Tim Grison tout à l'heure, c'est-à-dire c'est se soigner. Mais pour se soigner, il faut bien qu'il y ait des conditions à un moment donné, et que nous, on soit un passeur, enfin finalement des passeurs qui permettent à quelqu'un de venir se soigner, de venir trouver son opportunité, de venir trouver sa réponse. Et donc, dernière chose que j'ai encore un peu de temps, oui. Dernière chose que je voulais dire par rapport à ça, cette recherche sur le processus de création, et ça va éclairer un peu ce que disait Boulon tout à l'heure, m'a amené à venir s'interroger sur, on pourrait dire, une dimension matricielle de l'être. C'est-à-dire, de quoi est faite cette matrice. Un philosophe qui s'appelle Jean-François Lyotard parle de cette matrice, cette figure matrice. Et je trouve que c'est très intéressant, c'est-à-dire, c'est là où les mots, les choses et les formes sont intriqués d'une façon syncrétique. Et à quel moment les mots, les choses et les formes sont intriqués comme ça? C'est dans la prime enfance, c'est dans le primordial. C'est-à-dire qu'on va avoir les odeurs, les goûts, les couleurs, un certain nombre d'associations entre des babillages, entre des mots, entre des attitudes, entre une tonalité de voix, des parfums, etc., etc. Et tout ça, cette matrice constitue une forme de trésor. Et souvent, elle a été réduite à tort par les psychiatres et les psychanalystes comme une espèce de côté primitif, comme ça, archaïque, dont il fallait se détacher. Hein, alors que c'est la signature, que c'est l'empreinte fondamentale de l'être. Et si on veut justement venir mobiliser cette opportunité dont je vous parlais tout à l'heure, il va falloir venir là. Sauf que, pour ça que j'ai appelé le livre Créé au bord de l'abîme, sauf que quand on vient là, on ne sait pas ce qu'on va y trouver. Hein, c'est l'exemple de Niki Saint-Phal dont je vous parlais, qui trouve l'inceste paternel et qui trouve plutôt le chaos à partir de là, et qu'il a fallu qu'elle réorganise. Mais pour d'autres, et pour nombreux, finalement, quand on vient puiser dans cette dimension matricielle, qui après va
se produire, il va se construire dans des représentations psychiques et dans une élaboration conceptuelle, artistique, etc. Ça, c'est très bien, ça, c'est la dimension artistique. Mais la question, c'est d'ouvrir, j'oserais dire d'ouvrir ces chakras, sans du tout avoir cette dimension spirituelle, et qui finalement, certains ont cette potentialité de l'ouvrir de façon remarquable, certains non, et le rôle du psychiatre, c'est peut-être justement à un moment donné, ou d'un professionnel de santé d'une façon générale, c'est de favoriser cette ouverture, mais de la favoriser en balisant cette ouverture-là. Et le baliser, c'est quoi? C'est-à-dire prendre un risque, mais toujours un risque calculé, celui à un moment donné de provoquer. Et je vous raconte encore une anecdote d'une de mes patientes qui venait, professeure d'université en philosophie, et qui venait, et qui m'avait demandé une psychanalyse, et qui la faisait de façon très scolaire. Et je m'ennuyais profondément, elle s'ennuyait tout autant que moi, et ça suffisait. Et donc, plutôt qu'elle paye pour rien, je lui ai dit à un moment donné, vous revenez et vous ramenez à chaque fois un dessin, comme je le fais avec les enfants ou les adolescents. Et elle revient pendant assez longtemps en me disant, effectivement, je ne sais que reproduire. Et elle ne pouvait que reproduire des choses. Et un jour, elle vient démonter, en colère aussi, et avec un dessin dans lequel il y avait une énorme tache rouge. Hein. Et cette énorme tache rouge, qui est effectivement la dimension traumatique, je ne détaille pas de quoi il retourne, mais cette dimension traumatique, elle avait ouvert cette matrice dont je vous parle tout à l'heure, et le travail a commencé à partir de là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a rendu possible une ouverture qui était complètement verrouillée, bétonnée, et d'autant plus bétonnée qu'il y avait cette dimension intellectuelle tout à fait bien servie. Voilà ce que je voulais vous dire, mais on va laisser la place peut-être à la table ronde. Voilà. Très vite, je voulais vous dire que depuis ma petite enfance, j'ai toujours été attirée dans des disciplines artistiques, musique, art plastique, expression corporelle, activité théâtrale, etc. Contrairement aux matières moins séduisantes pour moi, telles que les mathématiques, et professionnellement, comme le disait le docteur Masson, surtout pas expert comptable. Et fort est de reconnaître que l'art m'a sauvée, entre autres, de la mélancolie qui s'inscrivait totalement dans le profil d'un trouble bipolaire. Les années ont passé, la vie suivait son cours, puis par chance, un licenciement économique chez M. Hersan m'a permis de m'inscrire et de suivre un cursus universitaire d'art-thérapie. Alors je ne vais pas pouvoir vous exposer tout ce que c'est que l'art-thérapie, parce que j'en avais mis toute une page, mais je peux vous dire que c'est vraiment c'est une médiation artistique vers un soin par approche créative, et qu'elle peut être abordée pour finalement toute pathologie quelle qu'elle soit, et surtout dans la santé mentale. Et je vais passer sur tout mon exposé parce qu'on est pressé. Je vais juste vous exprimer quelque chose qui m'a fortement touchée. Ce n'était pas... c'était un cursus de 3 ans quand même, hein, pour un vrai diplôme, comme on veut dire, qui au début, en 97, ne m'a pas servi à grand-chose parce que ce n'était pas reconnu comme maintenant. Alors je voulais dire que lors d'un stage que j'ai redoublé avec plaisir, un stage que j'ai fait dans cet établissement hospitalier, j'ai eu à vivre des moments très forts avec Arnaud, un jeune homme qui, lui, n'était pas atteint de trouble bipolaire, mais de mutisme. L'échange passait par son regard, ses gestes, une communication non verbale. Aussi, ai-je eu le privilège de partager avec lui 2 médiations artistiques, l'art plastique et la musique. Nous avons ainsi créé une fresque murale et des improvisations musicales via le piano, puisque ça marchait bien, et qu'on s'entendait bien aussi là-dessus, qui témoignaient de ses humeurs, des miennes aussi, hein. Je ne savais pas encore que j'étais atteinte de troubles bipolaires, en quelque sorte un 4 mains. Puis est venu le moment, malgré que j'ai redoublé le stage, que j'en ai fait 3 mois de plus, où mon stage devait bien entendu s'interrompre. Et il m'a fallu prévenir Arnaud. L'émotion était grande, de part et d'autre. L'énorme surprise a été d'apprendre le lendemain de mon départ qu'Arnaud, lors de l'entrevue avec les soignants, est sorti de son mutisme, exprimant verbalement ses ressentis, sa vie, ses émotions. Je ne saurais jamais si ces mois d'échange par la médiation artistique lui a permis de sortir de ce mutisme
l'autisme, dans lequel il était enfui depuis des années. Intéressé par le dernier sujet, parce qu'il n'a pas été développé par Annie Labbé, je voudrais savoir, par rapport à l'art-thérapie, vu que vous avez fait une formation, s'il vous plaît, est-ce que vous allez justement mettre en place des structures, quelque chose? Je ne sais pas. Comment est-ce qu'on pourrait développer cette art-thérapie comme vous êtes formé par rapport à ça? Comment est-ce qu'on pourrait développer l'art-thérapie pour permettre à chacun, et je pense que c'est un élément fort, moi je pense que l'art en général permet le développement en fait de la personne, et encore peut-être plus pour les bipolaires qui sont hypersensibles et qui ont à gérer leurs émotions par rapport notamment à une œuvre d'art. Alors bien évidemment l'art-thérapie, j'y crois énormément. J'ai pas pu exercer comme je le désirais, je l'ai fait cependant en psychiatrie et en gériatrie, et évidemment ça donnait énormément de résultats. Mais cependant, ce n'était pas un moment où on embauchait beaucoup d'art-thérapeutes dans quelques structures, quelles qu'elles soient. Encore qu'à Sainte-Anne, ils en ont pris pas mal et puis que ça se développe énormément. Je repasserai la parole ensuite. Maintenant, comment peut-on faire, nous, notre association, et développer de l'art-thérapie ou des activités artistiques? Je pense qu'on essaye de le faire plus ou moins dans les GEM, mais un petit peu, pas beaucoup. Nous manquons totalement de moyens. Moi-même, j'ai cette formation et j'aimerais bien la mettre en pratique davantage que ce que je n'ai pu le faire jusqu'à maintenant. Mais comme vous pouvez bien le comprendre, les heures de bénévolat pour Argos sont déjà à saturation, en ce qui me concerne, ce qui ne m'empêcherait pas, si quelqu'un prend la relève, de me consacrer qu'à l'art-thérapie. Je vais amener un complément d'information suite à une situation qui nous est arrivée. Il y avait X années un certain Zadkine qui avait offert une statue du buste de Van Gogh et qui était dans l'établissement, et elle s'est fait voler en 1988. Et cette statue a été retrouvée 20 ans après à Amsterdam. En fait, ça a été un outil de négociation de cocaïne, vous savez, c'était une œuvre d'art qui, apparemment, c'est classique. Sauf que c'est la mairie qui en avait acheté une partie, et donc quand elle est revenue, c'est Interpol qui l'a ramenée. Et donc, dans la discussion, parce qu'il voulait voir où on remettait la statue, si elle allait être bien protégée. Et bien évidemment, je ne peux pas m'empêcher de lui parler de l'art-thérapie que nous faisions à Saint-Paul. Et il me répond, ah ben ça c'est de l'art-thérapie, c'est de la vraie art-thérapie. Alors je lui dis, bah tiens, ça m'intéresse ce que vous dites, parce que alors moi, si je vous disais ça c'est de la vraie protection de police, vous direz, mais c'est peut-être votre métier. Comment vous faites pour savoir que ça c'est de la bonne art-thérapie? Et bien il m'a dit, il y a un problème, on est en train d'être vigilant là-dessus, c'est que il y a pendant des années des gens qui faisaient des psychothérapies sans contrôle, et qui étaient des charlatans ou des gens toxiques. Et il y a eu la loi Coyer, et on a mis des contraintes pour à partir de je ne sais plus quelle année, pour se dire psychothérapeute, il fallait avoir un diplôme de médecin ou de psychanalyste avec un parcours, etc. Et il m'alertait en me disant, le problème c'est que les sectes ont perdu le marché, entre guillemets, de la psychothérapie et sont en train de s'infiltrer dans l'art-thérapie. Donc pour répondre à votre question, je pense qu'effectivement, plus on va... nous, ici, on est tous convaincus que l'art-thérapie est plus que nécessaire, mais en plus la valoriser et l'imposer avec un cadre à des gens qui sont qualifiés, dans des environnements qualifiés, parce que sinon ça va être la même chose, ça sera des séances d'art-thérapie dans la Corrèze pendant 4 jours, avec des gourous qui terminent en robe de bure, etc. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui, non. Bonjour, merci pour déjà ce que vous avez présenté. Plus près? Alors, donc effectivement, moi aussi je suis du cursus artistique. Donc ce dont vous parlez me parle énormément. Effectivement, comme Garouste, je tiens à dire que c'est à la fois mon génie, cette maladie, et en même temps mon poison, puisque effectivement, quand je suis en phase maniaque, pour moi, il est impossible pour moi de créer. Non pas parce que j'ai pas d'idée, mais il y en a trop qui défilent en même temps et je peux pas tout faire avec 2 mains.
Donc c'est une réalité aussi de cette maladie, qu'on peut être, même en étant artiste, être ça peut être contre-productif. Ensuite, je me suis retrouvée dans un sujet concernant la figure matrice, puisque moi aussi, ayant fait des études artistiques, effectivement, on m'avait proposé justement de faire ce qu'on appelle une fiche d'identité et qu'on puisait au fond de notre histoire personnelle des choses qui pourraient nous ramener à qui nous étions lorsque nous serions perdus. Et je trouve que cette fiche d'identité avec tous les souvenirs d'enfance justement m'ont permis aussi de progresser dans ma maladie, avec ma maladie. Et il y a une dernière question aussi. Là, j'ai une question à poser sur cette idée de créativité. Donc, je comprends que vous ayez fait ce focus sur l'art, mais la créativité n'est pas seulement artistique. J'ai vu que vous avez écrit artistique et scientifique, mais il y a aussi les créativités de stratégie, territoriale, sociale, organisationnelle. Et justement, je voulais savoir... est-ce qu'on pourrait en parler ou pas du tout? C'est pas possible de comprendre quelle différence qu'il pourrait y avoir ou en quoi la créativité stimulante dans ces divers domaines et voilà, la relation qu'il pourrait y avoir entre créativité artistique et ces autres domaines de créativité. Je vais commencer, puis peut-être vous voudriez poursuivre. La question, c'est si la vie est un destin tracé, c'est-à-dire, est-ce que la vie est une maladie chronique, finalement, hein? Posons-le comme ça, au sens où, à un moment donné, et dès l'enfance, cette dimension de la créativité, elle est là, elle s'exprime, elle doit s'exprimer. Il y a un psychanalyste qui s'appelle Winnicott qui a très bien développé cette dimension de la capacité créative. Et la capacité créative est une condition, finalement, une condition d'expérience pour exister dans sa vie. Donc, effectivement, si on réduisait la créativité à la dimension artistique, on perdrait énormément, puisque la créativité, c'est finalement cette expérience de vie qui va à un moment donné faire qu'on s'approprie des situations diverses, y compris le comptable, hein, qui n'est pas simplement quelqu'un qui écrit les chiffres, mais qui va en même temps avoir besoin d'inventer des choses dans sa pratique. Je prends un tout petit exemple. Un de mes patients qui avait fait ce qu'on pourrait appeler une bouffée délirante comme ça, et qui était complètement enfermé dans sa bouffée délirante. Mais c'était un passionné d'informatique. Et à un moment donné, je lui ai demandé, parce qu'il est venu dans une telle détresse et toutes les choses étaient bloquées, je lui ai demandé de concevoir un système de pare-feu efficace, et j'avais, parce que je trouvais, pour mes enfants et petits-enfants, surtout pour mes petits-enfants, ça fonctionnait pas bien, et donc il s'est penché là-dessus pendant des semaines, en m'amenant au fur et à mesure des résultats auxquels je ne comprenais rien du tout, mais qui lui ont permis de sortir de cet état-là, et finalement, avec cette dimension créative tout à fait concrète, finalement, sortir de son état de bouffée délirante, surtout de l'état de prostration qui suivait cette bouffée délirante. Donc bien sûr, moi je crois que cette dimension créative, elle s'exerce à différents niveaux. Là où on peut faire une nuance par rapport à la créativité artistique, c'est justement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure de la figure matrice, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mobiliser en nous dans cette dimension créative? Est-ce qu'on va simplement mobiliser des éléments conceptuels, abstraits? Est-ce qu'on va mobiliser des éléments d'une réflexion ou de certaines représentations psychiques qui sont déjà élaborées? Ou est-ce qu'on va venir racler, hein, comme disait Antonin Artaud, les raclures de l'âme, c'est-à-dire est-ce qu'on va venir racler quelque chose de plus profond et qui va amener finalement une autre dimension. Et je crois que ça c'est vraiment une question par rapport à la bipolarité qui est importante, puisque quand on vient, comme de fait déjà, les situations de bipolarité ont tendance à venir bousculer finalement cette dimension matricielle, il va bien falloir qu'à un moment donné, il y ait une forme de réorganisation du chaos. C'est-à-dire, c'est pas simplement se faire naître à soi-même, c'est aussi, à un moment donné, pouvoir réorganiser quelque chose qui part dans tous les sens. Et là, je crois que la dimension artistique apporte un plus par rapport à d'autres dimensions créatives.
Est-ce qu'il reste une toute dernière question avant qu'on clôture cette belle journée? Oui, bonjour. Je voudrais rebondir sur ce que disait le docteur Boulon tout à l'heure concernant l'hypothèse de neurotransmetteurs qui inhiberaient certains blocages. Je me suis fait la réflexion avec mon cas personnel où au niveau professionnel j'ai toujours eu envie de choses nouvelles. Je me contentais pas je me suis jamais contenté de routine. J'avais souvent mes collègues qui, quand je leur disais je vais me lancer sur telle nouvelle activité ou je vais changer de société pour connaître quelque chose de nouveau, ils étaient la plupart du temps éberlués en se disant mais bon, t'as un bon poste, ça se passe bien, pourquoi tu restes pas? Donc aussi bien en termes de changement d'entreprise que de création d'activités dans le domaine informatique, où j'ai eu assez souvent des idées assez novatrices qui ont plus ou moins fonctionné, mais toujours l'envie de découvrir quelque chose de nouveau, et à contrario mon environnement qui me disait pourquoi tu prends ces risques, et là dernièrement on a décidé avec ma femme de complètement changer de vie. On va quitter la région parisienne, on va aller s'installer dans le sud. Je pense que j'aurai l'occasion de contacter le docteur Boulon à ce moment-là. Et donc on a décidé de complètement abandonner les activités professionnelles qu'on a et de se lancer vraiment dans quelque chose de complètement nouveau. Là aussi, notre environnement amical, professionnel, nous dit c'est super ce que vous faites, mais nous on n'oserait jamais. Et là, par rapport à cette remarque sur les neurotransmetteurs, oui. Je me pose la question, est-ce que mon trouble bipolaire facilite, entre guillemets, ce rapport par rapport à l'activité professionnelle? Moi, je dirais qu'il y a deux éléments dans ce que j'entends, dans ce que vous dites, et ce qu'on voit nous tous les jours. D'abord, il y a la notion de curseur, entre 0 et 10, et la bande de normothymie, si elle existe, entre 0 et plus 100. À 100, on est quand même vraiment dans l'exaltation maniaque, et entre 0 et 20, on est dans les privilégiés. On a de l'énergie. Donc ça, c'est la capacité qui est en lien avec le rythme psychomoteur. Donc l'envie de changement ou pas. Il y a des gens qui ne veulent pas changer, puis après, il y a ceux qui veulent. Ça, c'est ce qu'on entend dans votre discours. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a l'envie de changer, mais il y a la capacité de changer. Le deuxième élément est sur la capacité de changer, la capacité de créer. Il faut les deux. Il faut avoir envie d'eux et être capable d'eux. Oui, peut-être une petite remarque aussi. Je trouve qu'au travail, effectivement, ça peut être une chance et un risque. Ce foisonnement d'idées, on va dire, qu'on peut appeler créativité. Alors moi je trouve que
ça peut parfois rendre service, effectivement, dans une évolution de carrière, en fonction de si on est dans une entreprise et qu'on n'a pas de rechute, et que donc justement, ce que tu disais, Jean-Marc, quand le curseur entre 0 et 10, bon, on travaille plus, on est plus productif, on a plus d'idées, donc on est bien vu par sa hiérarchie, on peut évoluer, faire évoluer son entreprise. Mais quand par malchance, le curseur passe au-dessus de 50 et qu'on est hospitalisé, la patatras. Et je trouve que, on parlait de stigmatisation tout à l'heure, je me dis que ça pourrait peut-être être une idée pour un jour, une journée mondiale, c'est la question de la bipolarité et le travail. Parce que la stigmatisation au travail, je ne sais pas, vous en faites plus aussi expérience que moi, et moi je suis toujours affligé de voir comment les répercussions au travail sont négatives, comment la maladie est mal perçue, et comment, malgré justement ces talents que les uns et les autres peuvent avoir, ils sont brimés dans leur évolution professionnelle. Je trouve que ça c'est un vrai enjeu aujourd'hui dans la déstigmatisation qui est celle de la place au travail et de l'évolution au travail d'une personne qui a un trouble bipolaire. Oui, il y a d'autres questions. Je voulais préciser quelque chose par rapport à ça, oui. Tout à l'heure, je dis la vie est-elle une maladie chronique? C'est-à-dire, je le disais en pensant à 6 dimensions de la norme. Et comment, à un moment donné, ce qu'on appelle parfois des normopathes, c'est-à-dire tous ces gens qui, à un moment donné, je vais le dire vulgairement, viennent nous emmerder dans la vie. Au sens où, voilà, on va avoir des évaluateurs, des monsieur sécurité, etc., et qui en font dans ce zèle comme ça, qui font que finalement, ils vont entièrement intégrer cette façon d'empêcher la vie de vivre, d'exister finalement. Et je crois que c'est, pour rejoindre ce que vous disiez par rapport à la question du travail, on ressent ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir des rivalités, des jalousies, des enjeux comme ça, et puis simplement, voilà, la personne qui est toute proche, bien près du patron, qui va faire comme il faut, le bon soldat, la bonne fille, et qui vont finalement venir empêcher cette dimension créative et finalement stigmatiser et provoquer de l'exclusion, c'est-à-dire la normopathie va générer l'exclusion. Et je crois que ça, c'est vraiment un problème d'une façon générale dans la vie. On le voit comment, à un moment donné, toutes ces contraintes qui sont imposées dans une vie nous amènent à une forme d'étouffement. Mais encore plus quand on a une dimension créative et qu'on n'est pas tout à fait bien organisé, qu'on n'est pas tout à fait bien calé, qu'on est un peu bancal. Or, on parlait tout à l'heure de Garouste. La définition de Garouste, c'est qu'il est bancal. Et d'être bancal fait de lui quelqu'un qui, de la même façon qu'il y a des créatifs dans des entreprises, et c'est parce qu'ils sont bancals qu'à un moment donné, ils vont trouver quelque chose que les autres ne trouvent pas. Donc voilà, je crois, et il y a quelque chose, pour rejoindre ce que disait Tim Grissom tout à l'heure, vraiment de cette dimension de l'exclusion et du travail d'inclusion sociale, il y a un travail énorme à faire à ce niveau-là. Absolument, tout à fait. Il le dit d'ailleurs, il le dit. Eh bien, ce sera le mot de la fin de cette journée. Je voulais déjà vous demander si vous pouviez applaudir tous les bénévoles qui nous ont permis d'organiser finalement cette journée. Merci beaucoup pour eux. On va remercier également nos partenaires, donc la mairie de Paris, Sinoué, les ailes d'Argos, qui se sont démenés sportivement pour nous l'année dernière. Voilà. Et je voulais aussi remercier notre présidente, Annie Labbé, qui nous pousse à toujours aller plus loin. Elle nous a travaillé pour l'organisation de cette journée mondiale. Et elle n'a pas démérité non plus, parce que l'organisation de ce programme doit beaucoup à Annie. Voilà, merci beaucoup Annie.
Et puis je peux dire que les personnes qui ont été présentes ici, c'était stupéfiant d'après les inscriptions que nous avons eues et les témoignages que nous avons requis cet après-midi, que ce soit des personnes qui soient dans le même arrondissement, dans l'arrondissement le plus proche, dans la banlieue ou dans les régions. Il y a des personnes qui viennent de Tunisie, qui viennent du Maroc et de Marie-Galante.